Notre invité du jour, Nicolas Lasserie, gérant action chez Myria AM. Bonjour Nicolas. Bonjour Anna. Alors avec vous ce matin, on fait un tour d'horizon de l'actualité des marchés et de vos recommandations d'investissement. Donc pour commencer, un mot si c'est possible sur la tendance actuelle, ce manque de visibilité, ce regain de volatilité sur les places boursières européennes et américaines. Quel est votre sentiment? Écoutez, effectivement, depuis le début de l'année, il y a eu un retour de la volatilité qui a été assez fort depuis 6 mois, après une année 2017 où la volatilité était très basse. Donc on est un peu dans un nouveau régime de marché aujourd'hui, avec en ce moment deux grosses incertitudes finalement. L'offensive de Donald Trump protectionniste envers la Chine et envers l'Union européenne, et l'incertitude que cela crée sur la croissance mondiale et les résultats de certaines entreprises. Et une autre incertitude qui est l'impact que va avoir la crise politique en Italie sur la gouvernance de l'Union européenne. Donc deux sources d'incertitude cet été, et effectivement ça casse un petit peu la tendance. Et alors au niveau des valorisations, est-ce qu'on a atteint des sommets? Est-ce qu'on peut aller au-delà? Je pense notamment aux valeurs technologiques et au Nasdaq, qui est finalement encore le seul à tenir un peu le choc. Effectivement, les valorisations sont très élevées sur ces deux secteurs-là. On est à des niveaux de PE supérieurs à 30 fois en moyenne, donc des valorisations très hautes qui ne peuvent être justifiées que par de très bons résultats et une visibilité très bonne. C'est pour ça que ces secteurs corrigent aujourd'hui avec les incertitudes liées à l'offensive commerciale de Donald Trump. Donc avec vous, on va faire un focus sur le marché français. Qu'a fait la bourse depuis le premier semestre? On va le voir, il y a des disparités entre secteurs, des secteurs plutôt à privilégier et d'autres où il faut rester à l'écart. Alors aujourd'hui, depuis le début de l'année, c'est vrai qu'au final, le CAC 40 n'a pas fait grand-chose, mais il y a une très forte hétérogénéité des performances sur les 6 mois, avec des secteurs qui sont en très forte hausse, comme le luxe par exemple, également la technologie et le secteur pétrolier. En revanche, il y a des secteurs qui sont en forte baisse, donc comme le secteur bancaire, l'automobile ou les télécoms. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une dichotomie vraiment forte en fonction du momentum. On est dans un marché qui surjoue un petit peu le momentum bénéficiaire à la hausse comme à la baisse, et on a beaucoup d'excès. Donc ces excès sont plutôt source d'opportunités pour aller sur des secteurs qui aujourd'hui sont délaissés et qui recèlent de très belles opportunités avec des entreprises de qualité qui créent de la valeur à moyen terme. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on n'est plus dans le même contexte de marché que par exemple au premier trimestre sur l'attente des investisseurs au niveau des résultats? Là on l'a vu, alors c'est vrai qu'il n'y a eu qu'un exemple, Trigano a publié un chiffre d'affaires décevant, la sanction a été terrible. Est-ce qu'il n'y a pas une crainte justement que les résultats semestriels déçoivent un peu le marché et entraînent les indices vers le bas? Alors c'est vrai que depuis le début de l'année, les sanctions sont fortes. Les entreprises qui ratent leurs objectifs sont pénalisées, chutent fortement et la chute dure longtemps. Donc effectivement, les marchés sont assez craintifs sur les résultats, ce qui est un petit peu normal vu la performance des titres depuis 3 ans et des attentes qui sont toujours assez bonnes et de nouvelles incertitudes qui se multiplient. En début d'année, c'était la baisse du dollar, ensuite il y a eu l'impact des matières premières qui pèsent sur les marges, et maintenant on a l'impact du protectionnisme qui revient. Donc effectivement, les entreprises sont attendues au tournant. Cette saison est très importante parce qu'on va pouvoir voir dans les comptes des entreprises si finalement la reprise qui était là en début d'année et qui semble toujours être là se voit dans les comptes, ou si au final les entreprises sont impactées par tous ces éléments exogènes. Et ces attentes, elles vous semblent du marché sur les résultats des entreprises, on parle des entreprises françaises, elles vous semblent pas trop excessives? Pas forcément. C'est vrai que les analyses sont plutôt réalistes, les analystes ont révisé sur les sociétés qui ont déçu, donc les attentes sont plutôt basses sur ces titres-là. En revanche, c'est vrai que sur le luxe et
et la technologie en particulier, les attentes sont toujours élevées. Donc c'est toujours des titres et des secteurs à regarder à la loupe. Alors vous gérez un fonds Action européenne justement. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu l'allocation du portefeuille? Est-ce que vous êtes justement très présent dans le luxe et dans les technologies ou plutôt dans des secteurs plutôt défensifs? Alors sur la technologie et le luxe, on est un petit peu présent, mais on est très sélectif. On va faire attention au niveau de valorisation, ce qui fait que dans le luxe, on va plutôt préférer Richemont à LVMH ou Kering pour sa valorisation plus attractive et des perspectives de croissance du chiffre d'affaires toujours bonnes et notamment de rentabilité. Et sur la technologie, on est complètement à l'écart du secteur des semi-conducteurs, mais en revanche, on est présent sur les SS2I et les logiciels qui sont moins chers et qui offrent de bonnes perspectives de croissance avec la digitalisation de l'économie qui est une tendance très longue. Sur le reste des secteurs aujourd'hui, on est bien pondéré sur l'industrie, les services aux entreprises et l'industrie. En revanche, on est toujours à l'écart du secteur bancaire à cause de la crise politique en Italie et sous-pondéré sur le secteur des matières premières et de l'automobile qui sont au cœur des craintes des investisseurs. Le secteur bancaire, de toute façon, on a aussi le cas Deutsche Bank qui ne favorise pas le secteur, en tout cas à l'achat. Et alors, parmi les valeurs en portefeuille, ce sont plutôt des blue chips ou des valeurs moyennes? On a les deux. C'est vrai que c'est un portefeuille qui est toute capitalisation. Donc la plus petite capitalisation fait 200 millions et la plus grosse 200 milliards. Donc on a un spectre assez large d'investissement. Aujourd'hui, les principales lignes sont des grosses capitalisations, comme par exemple Nestlé, Iliad ou bien même Sodexo. Et le panel, il est plutôt français ou vraiment européen? Européen, c'est vrai qu'on a quand même un biais assez important sur le marché français, du fait de notre connaissance locale des entreprises et également d'opportunités assez importantes sur ce marché. Alors on l'a vu, les opérations de fusion-acquisition ont enregistré un premier semestre record en 2018. Est-ce que ça a eu un impact sur le portefeuille? Oui, alors on en a bénéficié via la détention de prédateurs en fait, notamment Téléperformance et Chargeurs qui sont de fortes lignes dans le portefeuille. Et c'est des sociétés qui avaient un potentiel pour réaliser des acquisitions, qui ont les moyens et qui ont réalisé 2 belles acquisitions. Donc c'est vrai que ça a redonné un petit peu de focus sur leur histoire et les marchés ont apprécié. Et alors, dans ce contexte, comment vous réallouez le portefeuille? C'est tous les mois qu'il y a des changements de ligne? C'est toutes les semaines? C'est tous les 6 mois? On a une approche de moyen terme. Donc l'idée, c'est d'investir à 2-3 ans sur des entreprises de qualité qui créent de la valeur. Ensuite, on est à l'affût de nouvelles opportunités. Donc on peut entrer, bien sûr, plusieurs nouvelles idées par mois. Alors, dans ce contexte de marché où on l'a vu assez compliqué, assez technique et sans grande visibilité, qu'est-ce que vous faites pour votre portefeuille et qu'est-ce que vous recommandez aux investisseurs? Alors je pense qu'il faut rester toujours prudent, notamment au début de cette phase de publication de résultats. Il faut aussi faire très attention aux valorisations. Pour nous, c'est vraiment l'élément clé aujourd'hui et c'est ce qui peut protéger une entreprise et un titre en cas de retournement de marché. Donc toujours être prudent et également ne pas oublier qu'on a quand même des thématiques de long terme qui sont fortes et les privilégier. Nous, on en voit 3. D'abord, la digitalisation de l'économie qui est une tendance très forte qui ouvre des opportunités importantes dans les services informatiques, également dans les logiciels. On a également une deuxième thématique qu'on aime bien qui est l'émergence de la classe moyenne chinoise en fait, qui est amenée à doubler dans les années qui viennent et c'est un énorme marché pour beaucoup d'entreprises de biens de consommation européennes comme Adidas ou bien même Richemont dont on parlait tout à l'heure. Et enfin ces sociétés délaissées. La classe moyenne, Richemont, si. C'est la maison mère de quartier, hein, Richemont. C'est ça, oui. c'est ça. Donc digitalisation, vous avez dit la classe moyenne chinoise et le troisième angle? Les sociétés délaissées, donc là c'est le thème que j'ai abordé tout à l'heure, donc c'est des sociétés qui sont des sociétés de qualité et qui ont pâti d'un momentum pas très bon mais qui ont été survendues par les marchés.
Et alors, est-ce que, c'est vrai que je vous ai posé la question tout à l'heure, mais est-ce que tout ce conflit commercial, parce qu'on l'a vu, c'est pas seulement des tweets et de la volatilité sur les marchés, il y a vraiment eu des répercussions sur la production en zone euro, par exemple, où on l'a vu, les entreprises commencent à réduire un peu la valeur, craignant de ne pouvoir exporter comme avant à cause des nouvelles taxes douanières. Est-ce qu'il n'y a pas une crainte qui ait un réel impact sur les résultats semestriels de certaines sociétés, en tout cas dans certains secteurs? Alors sur des secteurs à cycle court, comme par exemple l'automobile ou les semi-conducteurs, bien sûr il y a un risque d'impact. Il y a déjà Daimler en Allemagne qui en a parlé, qui a révisé à la baisse ses objectifs. Donc oui, bien entendu. Et c'est ce qui explique la correction de ces titres depuis un mois. Et qu'il faut rester à l'écart sur les prochaines semaines en tout cas. Il faut être prudent, très prudent sur ces titres et les regarder avec attention, parce que d'un autre côté, si les tensions sont plus faibles, il pourrait y avoir un rebond assez fort. Alors on va voir avec vous 3 valeurs à la loupe que vous avez sélectionnées. On commence par Iliad, la maison mère de Free. Oui, alors Iliad, c'est un titre qu'on a en portefeuille et que l'on aime bien pour plusieurs raisons. D'abord, c'est une société aujourd'hui qui est à la fin d'un cycle commercial et c'est ce qui fait que le cours en a pâti, avec des recrutements dans le fisc qui sont pas très bons. Mais à la rentrée, Free va lancer sa nouvelle Freebox et c'est un événement très important parce que c'est vraiment un choix pour les consommateurs d'aller vers tel ou tel opérateur si la box est disruptive. Et nous, on s'attend à ce que Free lance une box assez disruptive et que ça permette de relancer un petit peu la dynamique commerciale. Et vraiment différente des autres. Oui, avec des fonctionnalités nouvelles que les autres n'ont pas, un petit peu comme en 2011, lorsque la dernière Freebox a été lancée. Et au-delà de ça, plus fondamentalement, ce qu'on aime bien chez Iliad, c'est que c'est une société qui a une stratégie intéressante. En fait, elle investit depuis quelques années pour développer son propre réseau dans le fixe et dans la fibre optique, et ça lui permet de réduire sa dépendance à Orange, et à terme, c'est source d'augmentation assez sensible de sa rentabilité. L'autre valeur, c'est Carrefour, oui, qui est en pleine restructuration, il me semble. Tout à fait. Alors Carrefour, c'est un titre qui est délaissé parce que plusieurs PDG n'ont pas vraiment réussi à repositionner la filiale française. Et nous, ce qu'on pense, c'est qu'Alexandre Bompard a les moyens de relever ce défi. Il a fait un formidable travail à la Fnac, oui, qui avait à peu près les mêmes difficultés, et il a présenté un plan stratégique très intéressant, assez focalisé sur le repositionnement de l'offre en ligne de Carrefour. Sur le bio aussi. Sur le bio, donc l'idée, c'est de remettre un petit peu Carrefour dans son époque. Il veut également réduire les coûts pour gagner un petit peu plus de marge d'un point de vue commercial et ensuite baisser les prix finaux. Et enfin, depuis 2 mois, en fait, beaucoup de partenariats ont été signés avec Google, récemment avec Tesco, et peu de chiffres ont été donnés au marché. Donc là, on a un potentiel de bonnes surprises sur ces éléments-là. Sur Carrefour. On termine rapidement avec la dernière valeur, Sodexo, qui a publié ce matin un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 1,4%. Oui, alors c'est une publication qui est plutôt rassurante. Bon, pour rappel, Sodexo avait revu en baisse ses objectifs au mois de mars, donc on s'attendait à une baisse de l'activité en séquentiel. C'est le cas, 1,4% de croissance en absolu, c'est pas beaucoup, mais c'est plutôt rassurant par rapport à ce que le marché attendait. Et surtout, on voit que la croissance reste forte dans la division tickets restaurants et autres services, donc plutôt rassurant. Merci beaucoup Nicolas Lasserie. Je le rappelle, vous êtes gérant action chez Myriam.